Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence, mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner? Quelles sont leurs valeurs, leurs passions, leurs attentes? Qu'ont-ils envie de partager? Prof, etc. Patrice Nadan est né à Issy-les-Moulineaux et c'est à Malakoff, dans une caserne, qu'il a passé les 8 premières années de sa vie. Petit, il signait d'un Z de la pointe de son épée comme le célèbre justicier masqué, mais ce sont les sciences de la vie et de la terre qui ont fini par l'attirer au point de devenir professeur, dans le second degré, et ça fait 30 ans que ça dure. Parallèlement, Patrice s'est spécialisé dans le numérique, en devenant administrateur réseau, interlocuteur académique et formateur au numérique. Il vit aujourd'hui à Provins et travaille à la DAN de Créteil. Son parcours professionnel est un éternel concours de circonstances avec une constante qui lui sert de colonne vertébrale, l'envie et le plaisir de partager. Et Patrice est un touche-à-tout. Dès lors qu'il sent la possibilité de pouvoir créer, et son intérêt rebondit ainsi de projet en projet. Mais le côté etc. de Patrice, qui a attiré mon attention, c'est sa passion pour les escape games ou jeux d'évasion pédagogiques. Il est membre de la team Escape, qui met en ligne, pour notre plus grand plaisir, toute une série d'outils, de conseils, d'astuces. Et c'est de tout cela que nous allons parler aujourd'hui. Patrice Nadan, bonjour. Bonjour. Il est un peu plus de 21h, nous sommes lundi. Quelle est la chose la plus agréable qui a marqué cette journée? Je m'attendais à tout, mais pas à ça. En fin de compte, si je vais rebondir là-dessus, c'est que le moment que je préfère à la limite dans ma journée, c'est quand je prends le train. J'ai 1h30 de trajet à l'aller et 1h30 de retour aussi, entre Provins et Créteil, puisque tu as dit où j'habitais et où je travaillais. Et en réalité, pendant ce trajet, en fin de compte, je m'évade complètement. On peut parler d'évasion. Et soit j'écris des articles pour Skype, justement, soit j'écris, là, ce soir, en fin de compte, je répondais à un questionnaire d'une étudiante de Belgique, je sais même plus la ville, qui faisait un questionnaire sur les escape games pédagogiques. Donc pendant cette période-là, c'est vrai que pendant 1h30, je me suis complètement isolé de tout l'univers et c'est presque le moment le plus agréable de la journée. Ouais. Prof, etc. Quel regard portez-vous sur votre enfance, Patrice? Oula. On va dire que j'ai eu une enfance qui a été, on va dire, heureuse, loin d'être malheureuse. J'ai été protégé. Comme tu le disais, j'étais dans une caserne donc jusqu'à l'âge de mes 8 ans. Mais mes parents étaient présents, ils ont toujours été là. À l'école, ça se passait bien, même très bien. Et donc, on peut dire que j'ai été protégé. J'ai une vie. Ce que je pensais aussi, c'est que on sortait et je m'apercevais justement, je me disais qu'en tant qu'enfant, des fois, on est ingrat parce que souvent, on en avait marre de sortir le dimanche et on allait au théâtre, on allait au musée. Et c'est plus tard, en tant qu'enseignant, je m'en suis rendu compte de la chance que j'ai eue à ce moment-là, quoi. En tant qu'élève, quel est votre meilleur souvenir? Oh. Quand je reviens, j'ai pas tellement de bons souvenirs. Si, peut-être. Les cours d'SVT, c'est peut-être pour ça que je suis devenu prof d'SVT dans un sens. Il y avait le côté un peu de la bricole. Il y avait, je me souviens d'un prof qui n'était pas particulièrement ouvert ou quoi que ce soit, mais je me souviens des expériences qu'il nous faisait, parce qu'à l'époque, on ne faisait pas faire aux élèves, on les faisait devant les élèves. Et je me souvenais toujours des appareils, des dispositifs qui étaient un petit peu dingues et qui étaient faits par le
Je me souviens d'un rouleau qui est vraiment un rouleau enregistreur et en fin de compte, le préparateur l'avait transformé en sorte de minuteur. Alors pour une expérience qui est pas très agréable, d'ailleurs qu'on n'a plus le droit du tout de faire, mais qui était les réflexes de Pavlov, mais avec un poisson. Il y avait un poisson dans un aquarium et il y avait une petite lumière et une petite décharge électrique. Et je me souviens de ce rouleau qui tournait et qui servait en fin de compte donc à déclencher à temps précis la lumière et la décharge électrique juste après. Bon, expérience qui marchait pas du tout parce que la décharge était un petit peu trop forte d'ailleurs pour le pauvre poisson. Oui, j'imagine. Vous parlez des années collège, puisque vous évoquez les sciences de la vie et de la Terre. À l'époque, on appelait ça peut-être les sciences naturelles, non? Si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois que j'étais encore en sciences naturelles. Ouais. Alors, à cette époque, vous avez été quel genre d'adolescent? Oh, j'étais calme, j'ai pas particulièrement une adolescence très mouvementée à tous les niveaux. J'étais calme, discret. Ça, en fin de compte, au niveau scolarité, ça commençait au niveau du lycée à diminuer les résultats. J'ai eu mon bac juste comme il faut, mais voilà quoi, d'excellent élève, je peux l'avouer, parce que j'étais à l'école primaire et au collège, j'étais un excellent élève. Enfin, c'est ce qu'on marquait sur mes bulletins. Mais je suis passé à partir de la seconde. Alors, je sais pas pour quelle raison, plus de liberté, peut-être l'adolescence, les hormones qui ont joué, mais voilà, ça n'a pas été une adolescence particulièrement mouvementée et extraordinaire, on va dire. Est-ce que cette période de l'adolescence a influencé le choix du métier de professeur puis de formateur que vous exercez aujourd'hui? Alors, j'aimais bien aider les camarades. Ça, j'avoue que en maths, surtout, j'aidais les camarades. Et le métier, c'est arrivé très tardivement, puisqu'en fin de compte, ça a été au moment de la terminale, je me souviens, d'avoir rempli le petit papier qu'on remplit en début d'année. Et c'était la prof de maths qui me demandait ce qu'on voulait faire. Et j'avais marqué soit clown, soit prof. Très drôle. Mais en fin de compte, il y avait le côté spectacle que je voyais dans le côté enseignant malgré tout. Et alors, j'ai jamais fait de théâtre ou quoi que ce soit, mais c'était, je pense, la notion de communication. Alors que je me considère comme quelqu'un de très introverti qui communique peu en réalité. Mais bon, certaines personnes vous diront que je suis très bavard. Je le suis peut-être déjà ce soir, je sais pas. Mais c'est vrai que le métier est arrivé, enfin l'envie d'être enseignant est arrivée très tard. Et quelle discipline? Ça a été maths, j'aimais bien, mais j'avais pas m'ennuyer. Donc SVT, comme j'aimais bien, il y avait le côté peut-être un petit peu création, manipulation qui m'attirait. Et donc c'est un petit peu pour ça que j'ai été en SVT. Alors que je ne connaissais rien. Je me souviens de mes premières années de fac où il y avait toute la classification. Je me souviens d'avoir rempli un questionnaire. Une fois, on me demandait ce que c'était qu'un arthropode, et je crois que j'avais dit que c'était... je ne me souviens même plus ce que j'avais marqué. Mais enfin, c'était absolument pas les insectes et les araignées, quoi. J'avais mis quelque chose de complètement fou. Je souhaite arthropode, il devait y avoir la proposition des poissons. J'ai dû mettre les poissons, un truc comme ça à ce moment-là. Prof, etc. Dans votre portrait, j'ai parlé tout à l'heure de votre goût pour les outils numériques. Quel est l'événement qui vous a fait tomber dans la marmite numérique? Un copain. Un copain qui avait un Amstrad. Alors ça me fait rire parce que j'ai écouté il y a pas très longtemps Nicolas Gauble que tu as enregistré. Oui. Et il avait donc aussi l'Amstrad 6128, si mes souvenirs sont bons. Et donc c'était un copain qui avait cet Amstrad et je me suis mis dedans. Alors, il y avait des jeux, mais très peu en réalité, et j'adorais programmer. À l'époque, c'était du BASIC. Et je me souviens que la première fois que j'avais vu un programme fait par mon copain, c'était tout simplement avec des cosinus et des sinus pour faire un cercle. Et ça m'avait émerveillé, et c'est ça qui m'a lancé vraiment dedans. Et par la suite, ça a été quand j'ai fait ma première année de lycée en tant qu'enseignant, parce que même à l'école, on n'a strictement jamais utilisé un ordinateur.
Et en tant qu'enseignant, j'ai utilisé un premier PC qui était avec les floppy disks, les grandes disquettes carrées. Et j'ai tout redécouvert dans le monde de l'informatique parce que ça n'avait aucun rapport avec l'Amstrad. Mais j'ai fait de l'Exao et tout ça à l'époque, l'Exao, expérimentation assistée par ordinateur. Et il y avait un côté magique qui m'a toujours intéressé comme ça et interpellé. Quels sont selon vous les 3 outils numériques incontournables lorsqu'on est prof aujourd'hui? Oula. Alors, les 3 outils, je pense, en tant qu'outil, pareil, je pense qu'un vidéoprojecteur est essentiel, est indispensable. J'irai même jusqu'au TNI, mais on va rester quand même sur le vidéoprojecteur. Après, alors pas forcément à utiliser en classe, mais un outil de tout ce qui est graphisme, enfin une suite de type OpenOffice par exemple, avec un logiciel Draw qui permet de faire du vectoriel. Et puis un troisième, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne sais pas. Je sais pas. Ouais, je sais pas, pour les sciences de la vie et de la Terre, je pense peut-être à une caméra numérique ou... Alors c'est vrai que maintenant il y a tout ce qui est les flexcam qui sont magnifiques, mais qui te permettent de visualiser, de brancher ça même sur le microscope, de transmettre ça directement sur l'écran des élèves, enfin sur le tableau ou au vidéoprojecteur. C'est vrai qu'à ce niveau-là c'est intéressant. Oui. Tout à fait. Alors, est-ce qu'on sait... Je disais... Oui, pardon. Vas-y, excuse-moi. Non, vas-y. Non, je disais merci de me guider. Non, mais j'y pensais en même temps parce que quand j'écris les questions, je prévois jamais de réponse. Donc, je me disais, tiens, c'est vrai que le fait de pouvoir filmer, par exemple, pouvoir faire des time-lapse et des choses comme ça sur le développement des plantes, c'est un outil qui me paraît pertinent et j'y pensais à l'instant là. On va parler un petit peu des jeux sérieux, des jeux d'évasion. Est-ce qu'on sait dans quelles circonstances ils sont nés, ces escape games, et dans quelles circonstances on les a mis au service de la pédagogie et de la formation? Alors, en réalité, au niveau pédagogique, alors ils sont nés, que je ne dis pas de bêtises, c'est dans les débuts des années, enfin milieu des années 2000 au Japon. Et ils sont arrivés, grosso modo, en 2013, je crois que c'est 2013 en France, en tant que jeu du commerce. Et on a commencé à en entendre parler en 2015 en tant que jeu de pédagogique, utilisation d'outils pédagogiques, à savoir que, en réalité, j'en avais jamais entendu parler avant d'en créer un. Donc, loin de dire qu'on a créé le premier escape game pédagogique, mais on était dans cette mouvance, donc j'aurais tendance à dire c'est en 2015. Et en réalité, en 2015, on a fait un escape game qui était déjà un outil de formation, c'était à destination des enseignants, des référents numériques, pour découvrir justement les outils numériques. À l'origine, en réalité, on m'avait demandé d'assurer un atelier d'1 heure qui devait être répété plusieurs fois dans la journée et plusieurs semaines, etc. Et je me voyais mal faire un atelier répété, enfin pas transversal, mais au contraire frontal. Ouais, descendant. Descendant, tout à fait, de faire un atelier où il y avait plus une démonstration qu'une utilisation. Je voulais qu'en 1 heure, les gens utilisent. Et j'ai eu une stagiaire qui m'avait parlé qu'elle avait envie de faire un escape game pour ses collègues. Elle était référente numérique dans un établissement et elle voulait faire un escape game pour ses collègues. Alors, au moment où elle m'en avait parlé, j'avais fait ouais, parce que j'étais pas du tout dans le truc. Mais j'ai repensé à ça et je lui ai proposé de faire un premier escape game. Donc ça, c'était en 2015. C'était le premier escape game, du moins dans l'académie de Créteil, qui s'appelait Enigma et qui était donc sur les outils numériques. Et dedans, il y avait du TNI, il y avait la réalité augmentée, il y avait un peu de Plickers, il y avait un petit peu de toutes ces choses-là. Et dès le début, donc, on a attaqué avec la formation.
Alors, j'ai fait votre connaissance grâce au projet Scape ou Escape, je ne sais pas comment il faut dire. Les deux. Ah, très bien. On dit les deux. D'accord. Et donc, ce projet Escape est présent sous la forme aujourd'hui d'un site, véritable mine d'or pour toute personne qui s'intéresse aux jeux d'évasion pédagogique. Je donnerai bien sûr les références du site en description de l'épisode. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet ? Suite justement au premier Escape Game en 2015, j'ai proposé l'année suivante une formation aux collègues de l'Académie de Créteil pour faire des escape games pédagogiques. C'est-à-dire que franchement, en l'espace d'une année, on avait réussi à dégager les principes pour réussir en fin de compte un escape game. Et j'ai proposé une formation l'année suivante. Et en fin d'année, le problème, c'est qu'il s'est passé, c'est que les collègues, en 3 jours, ils avaient le temps de faire leur escape game, de créer leurs propres escape games, de tester les escape games des collègues, mais en réalité, il n'y avait pas de lieu, on n'avait pas prévu, et puis pas le temps, dans un sens, pour partager ces escape games. Donc j'ai eu l'idée au tout début, c'était un blog, un simple blog, où pour partager, demander aux stagiaires de partager leurs escape games. Et en réalité, là, il n'y en a eu que, je crois que j'ai eu 2 ou 3 réponses. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert sur Internet d'autres collègues qui faisaient des escape games aussi. Et ça a commencé comme ça. J'ai recensé les escape games qui venaient un petit peu de partout. Alors, des fois, je demandais aux gens de pouvoir les ajouter à mon site. Mais parfois, on me les proposait aussi. Donc, ça a pris de l'ampleur très rapidement. Et puis, approximativement l'année suivante, j'ai commencé à avoir des collègues qui ont travaillé avec moi, dont Mélanie Fénard, et puis actuellement Fénard. Si elle m'entend dire Fénard, elle va râler. Mais depuis, donc, on a monté carrément une association et on est 25 au total à participer et au site et à l'association. Justement, c'était ma prochaine question. Vous êtes combien dans la team Escape ? J'ai bien entendu que vous étiez 25. Alors, comment 25, oui. 25, ouais. Comment se partagent les rôles ? Alors, on se les partage pas, on fait tous la même chose, comme dirait l'autre. Mais oui, non, en réalité, même au niveau de l'association, on est une association à présidence collégiale, on est 10 présidents en réalité. Donc, ce qui est simple au niveau des relations, mais qui complique les choses pour pas mal de choses. Rien que pour avoir un compte chaque, ça a été un peu compliqué. Mais voilà, donc on est une collégiale, et puis en fin de compte, participe qui a envie de participer. C'est-à-dire que on communique, on échange beaucoup via Twitter, en message privé, et puis on a des fois des demandes. Parfois, on a enfin, voilà, quand il y a un article à écrire, celui qui a envie de l'écrire, il l'écrit, on se relie, on publie. Donc, on a tous envie, enfin, on participe tous à un moment ou à un autre, de façon différente, sans particulièrement de répartition de rôle dans le groupe. Ouais, souvent, je vous imagine comme un collectif, et je crois que c'est un mot qui a tout son sens dans votre projet. C'est ça, tout à fait. Et ce qui est intéressant, dans un certain sens aussi, c'est que les gens interviennent et participent en fonction de leurs possibilités. Là, on a des collègues qui appartiennent au collectif, mais ça va faire un certain temps qu'ils n'ont pas communiqué et pas échangé. Entre autres, on a vu une collègue à Ludovia qui s'excusait de pas participer, etc. Mais parce qu'elle n'a pas le temps actuellement, parce qu'elle a plein d'autres missions, plein d'autres travaux, et elle reviendra un jour et il n'y a pas de souci. On a une collègue qui est retraitée, qui faisait beaucoup de beaucoup de construction et d'expérience avec des objets, de la construction, je l'ai dit en fait. Elle faisait de l'imprimante 3D, tout ça. Et là, depuis un certain temps, avec le Covid, elle s'est mise un peu à l'écart, mais elle revient, là, elle est en train de construire quelque chose, je dis pas quoi. Mais voilà, elle reviendra et chacun a son rôle qui peut évoluer. Disons qu'on a une constante, on a les 2 vieux, moi et Mélanie et moi, qui sommes là depuis quasiment le début du site. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus présent et on a l'impression que c'est un peu notre bébé, mais on a d'autres personnes qui participent assez couramment et assez fréquemment en fonction vraiment soit des projets. Des fois, il y a des projets plus ou moins intéressants qui intéressent plus ou moins en fonction de la discipline des collègues, parce qu'on est quasiment tous des enseignants.
Et parfois, manque de temps. Là, on a refusé 2 projets qui nous intéressaient, mais on avait peu de temps pour les mettre à bien et les réaliser avant c'était fin novembre. Combien de jeux d'évasion sont répertoriés aujourd'hui sur le site Escape ? Je n'en sais rien du tout, parce qu'on ne fait pas, c'est pas un catalogue, donc on a tendance à pas trop les compter. Oh, j'ai dû m'arrêter à 400. Il y en a eu beaucoup à un moment avec le Covid, parce qu'en réalité, on mettait sur le site beaucoup d'escape games réels. Donc, on était dans les environs de 400 avec des escape games réels. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on a eu un arrêt en réalité de ces escape games réels et une foison d'escape games réalisés avec Geniali pour pas le citer, mais enfin avec des outils numériques en ligne, des escape games en ligne. Et là, il y en a eu ça a quasiment doublé. Donc, je suis incapable de vous dire vraiment, de dire combien on a d'escape games réellement répertoriés. On pourrait, je pourrais le rechercher et le dire, mais on tient pas à un décompte. Mais c'est énorme. Et il y en a plein d'autres qu'on n'a absolument pas eu le temps de mettre en ligne. Ce qu'on veut, nous, c'est les tester, en faire une analyse, les présenter vraiment le jeu, son apport. Alors, si son apport pédagogique, mais on peut pas trop discuter des apports dans les disciplines, puisqu'on se considère pas forcément expert dans les disciplines. Quel conseil donneriez-vous à un jeune professeur qui voudrait élaborer son premier jeu d'évasion ? Alors, de venir sur Skype, déjà. Oui. Non, de commencer, de pas hésiter au départ, de tester un escape game d'un autre collègue, même si des fois c'est pas toujours évident de s'approprier le travail d'un autre, mais de commencer simple, commencer avec un escape game qui soit relativement court, c'est-à-dire pas imaginer quelque chose d'1 heure, peut-être plus une demi-heure, avec 4-5 énigmes maximum au début. Bien penser, mais ça c'est valable pour tout le monde, mais bien penser au scénario, il faut que ça soit immersif, faire quelque chose alors au début on peut accepter de faire quelque chose de linéaire, mais en réalité pour que ça marche bien, il faut pas que l'escape game soit linéaire. Donc quelques énigmes, mais qui soient un petit peu réparties pour le plus simple à la limite, c'est d'avoir un cadenas à 5 chiffres par exemple, et avoir 5 énigmes, voire un petit peu plus, qui conduisent à ces 5 chiffres qui permettent d'arriver à ouvrir le cadenas. Ça, au niveau de la construction, c'est ce qui est le plus simple, en fait. Prof, etc. Le collectif Escape propose de nombreux outils qui peuvent s'intégrer à des escape games. Je pense par exemple aux différents cadenas, aux minuteurs Escape, aux routes César, etc. Qui développe tous ces outils ? Alors, à 90%, on va dire que c'est moi. Tous les petits outils, ça a été moi. Et puis, depuis le confinement, il y a plein d'extensions qui sont liées à Geniali. Donc, je les ai lancées au tout début, mais maintenant, il y a Hervé et Nicolas qui construisent. Et puis, on a même des propositions venant de l'extérieur, des collègues qui proposent des extensions, comme on dit. Mais sinon, en grande majorité, c'est moi qui les réalise, ces petits outils. Ça a commencé avec, alors je sais plus si c'est le minuteur ou si ça a été le polychromato cryptographe. Je crois que c'est le polychromato cryptographe, le tout premier, je crois. Oui, pour expliquer, c'est un système qui permet de révéler quelque chose qui est caché, c'est ça ? Avec des filtres de couleurs, c'est ça, voilà. Ça génère un texte de couleurs, de différentes couleurs, et grâce à un filtre de couleurs, le mieux c'est le rouge. À ce moment-là, on révèle le texte. Escape, c'est aussi un livre aux éditions Ellipse. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'est quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. On a mis un peu de temps à l'écrire et puis surtout on a fait une première version, une première sortie qui était une version gratuite sous forme de PDF. Donc on distribuait et puis on a eu l'occasion, Mélanie a eu l'occasion d'avoir un contact avec Ellipse qui lui demandait quelque chose, je crois, pour des annales.
Et donc, elle a proposé le livre, savoir si ça pouvait les intéresser. Et donc, il a fallu qu'on l'étoffe quand même, parce on s'est dit déjà, il faut ajouter des choses par rapport à la version qui est gratuite et en ligne. Donc, on l'a étoffé, on a rajouté des choses, on a ajouté des choses. Et puis, il a été publié. Et puis là, on est parti pour un deuxième. On l'a donné le manuscrit, on l'a donné tout début septembre. Et théoriquement, on espère qu'il sortira fin de l'année, mais peut-être plus en début de l'année prochaine. Et donc, il est toujours sur les escape games, mais là, les escape games virtuels. En fin de compte, on utilise l'expérience qu'on a eue cette année, Oui. et on sort un deuxième livre à ce niveau-là. Alors, est-ce que Escape est aussi présent sur les réseaux sociaux? Oh oui, on est sur Twitter et sur Facebook. Sur Twitter, tous les deux, c'est Escape Edu, en fin de compte, le compte. Et sur Twitter, surtout Twitter, parce qu'on utilisait énormément Twitter, le compte Facebook est venu par la suite. Mais on a une page Facebook et un compte Facebook, un groupe Facebook, où là, on a... alors souvent, il y a des confusions entre même le groupe Facebook, le nôtre, et puis le groupe Facebook sur Geniali. Les gens croient qu'on travaille sur ce groupe-là. En fin de compte, on participe beaucoup. Il y a eu pendant la période justement de confinement, on est intervenu énormément sur le groupe, mais on n'est pas en lien direct avec ce groupe-là. Mmh. Donc, on a notre groupe Facebook à nous, et on a aussi Twitter. Prof, etc. Quand est-ce que vous avez ri aux larmes pour la dernière fois et pour quelle raison, Patrice? Oh là, ri aux larmes. Est-ce que je ris aux larmes? Moi, je suis pas sûr d'avoir ri aux larmes depuis très 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 longtemps, et je suis incapable de le dire à ce niveau-là. Non. Je suis embêté là. Je suis très embêté. C'est pas grave, c'est pas grave. Je pourrais pas te donner une réponse. Pouvez-vous me citer, vous en avez parlé tout à l'heure, de ce moment préféré que constituait votre trajet en train de chez vous au lycée, enfin pas au lycée, à la Danne de Créteil, À la Danne de Créteil. ouais. Ou le retour également. Mais sur un plan plus personnel, est-ce que vous avez un moment préféré de votre journée? Parce que j'associe le trajet en train plutôt à votre métier, c'est un déplacement professionnel. Au niveau personnel, est-ce qu'il y a un moment de la journée qui vous semble émerger comme ça Un moment de la journée? Non, pas particulièrement. Non. Pour moi, ça serait plus une corvée. Je vais aller par le côté négatif. D'aller se coucher. En fin de compte, j'ai l'impression que dormir, c'est une perte de temps. Et j'y vais un peu par obligation plus qu'autre chose. Donc, ouais, il y a peut-être cette période juste avant de coucher. Mais en fin de compte, c'est toujours pareil. Hein, c'est écriture. Non, c'est vrai que le matin, par exemple, quand je monte dans le train, c'est le moment où je me pose, j'ouvre l'ordinateur, mais c'est pour écrire. Donc, il y a le côté peut-être création, ou peut-être que pendant la nuit, j'ai réussi à réfléchir à plein de choses qui me sortent et qui arrivent à ce moment-là. Mais c'est ce moment-là, ouais, non. C'est fou, hein, quand même, d'avoir le moment le plus agréable, c'est son trajet. Non, mais c'est vrai que c'est des moments où on peut se laisser aller à peut-être plus de réflexion, d'introspection, et je comprends tout à fait. Et peut-être aussi me forcer à m'isoler un peu de ce qu'il y a autour, entre les gens qui papotent, qui écoutent leur musique, qui parlent au téléphone. Peut-être, c'est peut-être ça aussi. Quelle valeur a aujourd'hui le plus de sens pour vous? Le partage, je veux dire, mais c'est un peu bateau peut-être, non? Non, rien n'est bateau. Rien n'est bateau, oui. Le partage, mais le partage, c'est bizarre parce que c'est, pour moi, dans un sens, il y a le côté un peu naturel du partage, mais et j'ai du mal
et à dire merci et à recevoir les merci. Énormément à recevoir les merci, ça me fait j'ai beaucoup de difficultés à les recevoir. Mhm. Et donc, inversement, dire merci, quand je dis merci à quelqu'un, c'est soit vraiment parce que ça me touche énormément, ou soit parce que j'y ai réfléchi. Je me suis dit, si je dis pas merci, ça sera mal pris. Alors que je suis très heureux du partage qu'on peut me faire aussi, quoi. Ouais. Et pour donner un exemple qui est un peu mercantile dans un certain sens, mais le groupe, justement, dont je parlais, le groupe Facebook sur Geniali, les 2 administrateurs ont fait une cagnotte pour Skate pour nous remercier. Ah oui. Et c'est dingue parce que ça me touche tout en étant extrêmement gêné. Donc j'ai fait un merci, enfin j'ai fait un petit j'aime et un petit merci, il fallait pas, mais dans un sens je n'en reviens pas, quoi. Mais j'ai dû énormément de mal à dire ce merci. Et c'est vrai que cette idée de partage et de voir qu'il y a des gens qui donnent pour nous remercier dans un sens, je trouve ça complètement fou, complètement dingue. Quelle compétence ou capacité qui vous rend bien des services dans votre vie vous rend un peu fier ? Ah, le mot qu'il faut pas dire, fier. Je déteste ce mot. Je déteste ce mot. Je peux justifier ? Oui, bien sûr. Ça va d'ailleurs avec votre réponse précédente, j'imagine un petit peu. Ouais, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que pour moi la fierté c'est quelque chose de très négatif, c'est dingue. Être fier par exemple de ses enfants, quand je lis je suis fier de mon fils parce qu'il a réussi, on peut être heureux pour lui, on peut mais être fier, c'est le contraire de fier, je considère que c'est déçu. Donc il n'aurait pas réussi, on aurait été déçus. Pour moi, être fier, c'est que vraiment, il n'aurait pas eu les moyens pour réussir. Et donc, voilà, être content de quelque chose, oui. Être fier de quelque chose, non. Je n'ai jamais été... j'ai reçu ça fait un peu fier, justement, d'en parler. Mais j'ai reçu les palmes académiques, mais en fin de compte, pour moi, ça m'a pas touché. C'était plus pour mon père, mais malheureusement qui était décédé entre-temps, quoi. Mais voilà, le côté content pour lui, quoi. Mais la fierté, non. Alors donc, si je reviens à la question, qui était la valeur, non, c'était pas la valeur, c'était les compétences. Oui, une compétence qui vous rend service en fait dans votre vie. Ouais. C'est un peu difficile comme question. Alors ça aurait pu être la première question à poser parce que c'est la plus difficile généralement. Quelle compétence pour me rendre j'ai peut-être l'impression d'être un peu bidouilleur, mais alors dans la description, dans mon portrait, il y a eu le touche à tout. Alors c'est vrai que c'est positif et négatif, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'essayer plein de choses, mais d'aller jamais en profondeur. Mais je pense que j'ai une facilité de compréhension des mécanismes, des éléments qui peut-être me rendent service. Je considère par exemple pour la programmation, je suis autodidacte à 99%. Quoi. Je veux dire, j'ai eu des stages de 3 jours des fois en JavaScript par exemple, mais c'est principalement par lecture de bouquins ou en tâtonnant dans les moteurs de recherche que j'ai appris en fin de compte le code. Et je me considère comme un bidouilleur, quoi. Je me sens pas du tout expert. Mais par contre, je comprends la logique assez rapidement. Quand on me dit est-ce que tu peux faire ça, j'ai tendance à dire ça doit être faisable. Je sais pas du tout comment, mais voilà. Donc c'est peut-être ce côté-là. Mais est-ce que ça me rend service tous les jours ? Oui, je peux dépanner une machine qui tombe en panne, peut-être. Mais voilà, quoi. Voilà. Est-ce que... Ouais. Non, mais je vois très bien. Mais je vous imagine tout à fait comme ça.
pouviez vous mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, vivant ou mort, pour une journée seulement, vous choisiriez qui ? Là, il va y avoir un gros blanc parce que je ne sais pas du tout. Et une journée. Une journée. Alors, être dans sa peau dans la journée, non. Non. Mais si j'ai quelqu'un que j'apprécie, à qui je dois beaucoup, je dirais un collègue, alors je sais pas s'il écoutera, c'est Michel Narcy, qui s'occupait de Médialogue à l'époque, de la revue Médialogue, et avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. Non, même pas 4 ans, 3 ans. Et j'ai enfin pas tout appris, je veux pas dire tout appris, parce que j'étais quand même vieux déjà à l'époque, mais j'ai appris beaucoup de lui. C'était quelqu'un que je respectais et que je trouvais formidable. Alors, prendre sa place et vivre ce qu'il vit, non, je ne pense pas, mais c'est quelqu'un de... Voilà, si j'avais quelqu'un que j'apprécie ou qui vous inspire. Qui m'inspire, ça serait Michel Narcy, oui. Comment définissez-vous le succès ? Un coup de bol. Pour moi, le succès, c'est un grand coup de bol. C'est-à-dire que j'ai cette sensation personnellement, moi, j'ai pas eu de succès. Alors, il y a le succès, si on veut parler par là, si on veut passer par là, on peut parler peut-être des extensions où ça a pris une ampleur monstrueuse, mais pour moi, c'est un concours de circonstances. Et je trouve que dans l'éducation nationale, on est assez rapidement considéré comme un expert, ce qui n'est pas souvent le cas, malheureusement. On n'est pas des experts. Et le succès, parce qu'on est là au bon moment, au bon endroit. Alors, il y a souvent quand même du mérite, mais pas toujours. Je crois qu'il y a des gens qui ont du succès et qui ne le méritent pas forcément. On ne me demandez pas de nom, par contre. Mais oui, non, c'est un concours de circonstances. Je crois que le succès, c'est un concours de circonstances. Ou du moins, c'est peut-être comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu la volonté de réussir, d'aller dans telle chose, de faire telle chose, etc. J'ai toujours laissé un peu venir, un peu par exemple, le fait que je travaille à Médialogue, ça a été aussi un concours de circonstances. C'est parce que j'avais écrit un article pour Médialogue et que j'étais dans le bureau juste à côté du bureau de Médialogue et que on a sympathisé avec Michel Narcy justement, qu'à un moment il a pensé à moi pour remplacer le collègue qui partait. Voilà quoi. Donc pour moi, ça a toujours été un concours de circonstances et je pense que le succès, c'est un concours de circonstances. C'est pas forcément parce qu'on a du talent qu'on a du succès et souvent il y a des gens talentueux qu'on ne connaît pas et qu'on ignore totalement, même dans l'éducation nationale et peut-être surtout dans l'éducation nationale. Prof, etc. Le temps passe très très vite, on est déjà à la fin de cette interview, mais j'ai une dernière question à vous poser. Qu'est-ce que vous vous souhaitez pour les 2 prochaines années ? Rien. Non, ça c'est encore une autre partie de moi qui est un peu particulière, je pense, c'est que je ne vise rien, je n'ai pas d'envie particulière, pas de rêve particulier. Là, avec ma femme, on est déjà en train de penser au niveau de la retraite. Enfin, elle est en train de penser à la retraite. Moi, j'y pense pas du tout. Et donc, d'habiter ailleurs ou quoi que ce soit. Alors, ce sera pas dans les 2 ans, hein, je vous rassure. Mais moi, c'est une perspective que je n'imagine même pas. Et puis, où aller, quand aller, je m'adapterai. Puis voilà, quoi. Donc, dans les 2 ans, je sais pas. Alors, on va dire un 3e bouquin, une 3e série d'Escape. Dans la série Escape, le 3e volume, pourquoi pas à ce moment-là. Mais bon, me le souhaiter forcément, pas forcément, quoi. Mais si ça peut venir, pourquoi pas. Ouais, on va le souhaiter avec vous. Merci. Faut trouver le thème, par contre. C'est moi, Patrice, qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation. Toutes les informations sur Escape se trouvent en description de cet épisode. Si vous aimez Prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et en parler autour de vous. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad,
ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous avez envie, vous aussi, de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. À vendredi. Au revoir.